constitue un début de collaboration fructueuse pour ASLEM et les différentes organisations des filles et fils du Mali. Gagnons qu'ils servent de relais aux actions des ASLEM en vue de renforcement au sein des diasporas étrangères du sentiment d'appartenance à une communauté plus unie et tant plus forte pour le rayonnement de nos pays. Au demeurant, nous engageons lors de nos activités à organiser au Maroc un symposium de haut niveau au cours desquels on invitera nos aînés comme M. Ibrahim Bokaina à venir partager de leurs expériences, à animer des conférences. Et nous envisageons aussi faire des tournées dans les différents pays, notamment probablement au Mali et les autres pays subsahariens, pour échanger avec eux, pour voir dans la mesure du possible comment est-ce qu'on peut collaborer et accompagner les jeunes lauréats, ceux qui viennent de finir, pour l'insertion professionnelle, comme les accompagner dans l'entrepreneuriat. En outre, et conjointement, nous pensons aussi tenir des campagnes humanitaires avec nos partenaires du domaine sanitaire et agricole. Aussi, nous organisons des séminaires, des débats, conférences et suivant des indicateurs stratégiques des publications émanant d'organismes nationaux et internationaux de référence. Enfin, nous analysons les accords économiques signés entre le Maroc et les pays subsahariens. Madame et messieurs, avant de finir mon propos, j'aimerais vous dire que pour ceux qui voudront en savoir plus sur SLEM, ils pourront nous trouver sur tous les réseaux sociaux, par les WhatsApp, Facebook, LinkedIn, Twitter et sur Internet. Ainsi prend fin mon intervention et je vous remercie. Merci Monsieur Toyi Léna, vous êtes président de l'association des lauréats étrangers au Maroc. Excellence Monsieur l'ambassadeur, donc c'était là le lancement de la semaine que vous avez bien voulu donner. Alors au cours de cette semaine, il y aura beaucoup d'activités, dont la conférence de ce matin. Il y aura une autre conférence demain, dans la matinée également, qui sera suivie d'une séance de lecture du Coran pour la paix des soirs. Le vendredi, il y aura la soirée culturelle avec beaucoup d'artistes, des artistes du Mali et du Maroc. Et samedi, il y aura une émission spéciale TV à la découverte du Mali et du Maroc. Excellence, chers invités, on va laisser le temps à l'ambassadeur de se retirer et poursuivre avec donc la conférence d'aujourd'hui, dont le thème est la gestion de la migration et le rôle des associations et des médias. La conférence sera animée par M. Aziz Oujdi et M. Siekoumar Sissé. Mais avant, nous allons permettre à l'ambassadeur de se retirer. Bonjour. Donc je me présente, je suis Aziz Oujdi. Je travaille, je suis country general manager d'une entreprise, d'une organisation qui s'appelle Seedstar, qui est un incubateur de start-up entrepreneurial digital. Ah, d'accord. Donc voilà, je suis country general manager d'une entreprise qui s'appelle Seedstar, qui est une entreprise d'incubation de start-up entrepreneuriale dans les pays émergents. Cette organisation est présente dans 113 pays et en fait on fait de l'événementiel et on fait de l'incubation de start-up et l'un des choses les plus importantes qu'on fait, c'est qu'on vient dans des pays émergents, on sélectionne les 10 startups les plus performantes
et on leur fait passer une compétition où le gagnant gagne un financement. Donc aujourd'hui, nous allons discuter de la gestion de la migration et le rôle des ONG et des médias, en fait dans la perception de ce qu'est la migration. Donc voilà le sommaire de ce dont on va discuter. Donc on va commencer par la visualisation des principales traversées utilisées par les migrants africains. On va avoir quelques faits statistiques sur les migrants. On va aussi beaucoup parler en fait de la perception la perception du migrant que donnent les médias, spécialement les médias occidentaux, qui parlent de ça pratiquement tous les jours depuis quelques années. Et on va finir en parlant un peu du rôle des associations et des organisations non gouvernementales, spécialement ceux du Nord versus ceux du Sud. Donc on va commencer par visualiser un peu notre continent et ce qui s'y passe, et spécialement dans l'Ouest, ce qui nous concerne. Donc là, vous avez un peu des images en fait de la route que prennent les migrants en général. Donc ça passe par le Mali, ça passe par le Niger, mais les principales routes en fait d'accès à l'Europe sont le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et la Libye. Un petit peu moins le Maroc depuis quelques temps, et encore moins l'Algérie, où c'est devenu encore plus difficile pour les migrants. La Tunisie, bon, ça dépend des jours, j'ai envie de dire, et la Libye, bon, bah, c'est devenu un business là-bas, donc c'est-à-dire que la plupart des migrants vont là-bas. On compte pratiquement plusieurs millions de migrants qui sont installés là-bas, qui attendent de partir en Europe. S'ajoutent à ces migrants africains des migrants syriens qui, ayant eu la Turquie bloquée et l'Europe de l'Est en fait qui bloque aussi leur passage, ont commencé à utiliser le peu de pays où ils peuvent aller sans visa, à savoir la Mauritanie, pour ensuite repasser par le circuit Bamako-Gao, Tamanrasset, et aller en Tunisie, en Libye, pour faire la traversée. Donc c'est ces routes-là en fait qu'utilisent les migrants et qui bien sûr ne sont pas sans danger. Donc on va parler de quelques faits statistiques sur les migrants. Donc il faut que vous sachiez que aujourd'hui on compte, selon l'UNHCR, l'UN et le Haut Commissariat aux réfugiés, on compte à peu près 69 millions de migrants à travers le monde, ce qui représente 1% de la population mondiale en fait qui est en migration. Bien sûr, ça inclut la migration légale et illégale, mais voilà, c'est les gens qui sont à travers le monde, qui ne sont pas dans leur pays de naissance. Donc, on compte, parmi ces 69 millions, on compte 40 millions de déplacés internes qui sont en Asie du Sud-Est et qui sont en Afrique. On compte à peu près 25 millions de réfugiés et on compte à peu près 3 millions en fait, de demandeurs d'asile. Pour vous donner une idée, en fait, rapporté au jour de l'année, ça fait à peu près 44 400 personnes qui sont déplacées tous les jours et qui sont obligées de fuir en fait, les conflits et les persécutions. Donc 44 400 par jour, c'est pratiquement une petite ville de taille moyenne. Et 69 millions, c'est pratiquement 3 fois la population du Mali. Et il faut ajouter à ça qu'il y a 10 millions d'apatrides dans le monde, de gens qui n'ont pas de nationalité et qui sont bloqués et qui sont sous un régime spécial. Donc, ce slide, en fait, il est fait pour illustrer un peu et corriger quelques idées reçues. Ces idées reçues sont que les pays occidentaux et les pays européens seraient ceux où il y aurait le plus d'immigrés, où il y a le plus de réfugiés. C'est faux. En fait, le pays dans le monde qui a le plus de réfugiés, c'est la Turquie. La Turquie qui a 3,5 millions de gens réfugiés chez elle. Et le nombre va en augmentant par rapport à l'année dernière. Le deuxième pays, c'est le Pakistan. Le Pakistan, en fait, qui
qui reçoit des gens de beaucoup d'Afghanistan en fait qui se réfugient là-bas. Mais ce genre d'information, on ne le sait pas, parce que quand on regarde les médias, on n'a pas ce genre d'information. Il y a l'Ouganda, il y a le Liban. Le Liban, où il y a un petit pays pratiquement en état de guerre permanente et qui, grosso modo, a 3 millions d'habitants et à peu près 1 million de réfugiés. Par contre, on entend beaucoup parler du million de réfugiés de l'Allemagne, que l'Allemagne a accueilli il y a 1 an. Donc, on en parlera tout à l'heure, c'est la perception des médias. On a l'impression qu'il n'y a que les Européens qui s'occupent de réfugiés, alors que ce n'est pas le cas. Ce ne sont pas ceux qui font le plus d'efforts dans le monde. Et ensuite, pour tout ce qui est Afrique, vous avez l'Ouganda et vous avez l'Éthiopie aussi, qui a une grande partie de réfugiés. Et en fait, au final, vous avez la Jordanie avec à peu près 700 000. Donc voilà, l'idée de ce slide, c'est comme quoi voilà, la Turquie est le pays dans le monde où il y a le plus de réfugiés. Ensuite, ce slide, en fait, il va vous dire, en fait, on en a un peu discuté dans le slide d'avant, mais quels sont les pays qui ont le plus de réfugiés rapportés au nombre d'habitants. Donc, c'est le Liban. Le Liban qui a à peu près 164 réfugiés sur 1000 habitants, ce qui représente à peu près 17%. 17% de la population. Donc, et si ça se trouve, moi je pense que c'est plus. Parce qu'en fait, les Libanais, il y a une énorme diaspora, spécialement en Afrique et en Amérique du Sud. Donc je pense que c'est ramené à toute la population. Mais la population, mais sinon c'est déjà un énorme chiffre. Et bien sûr, la plupart sont des Syriens. Et j'ai des amis au Liban qui me disent que c'est très très difficile. Hein, parce que, bien entendu, quand vous avez pratiquement un quart de la population en fait, qui est réfugiée, ils travaillent à n'importe quel prix, donc ils prennent le travail, en fait, spécialement les petits travails en fait, au Libanais, donc ça crée une tension sociale qui est juste atténuée par le fait que ce sont de peuples frères, donc ils arrivent à s'entendre. Donc, ça c'est un slide sur l'état des migrants à aujourd'hui pour juste 2018. Donc ça vous donne une idée de ce qu'a reçu l'Europe, qui en fait, comparé à ce qu'a reçu la Turquie, le Liban, la Jordanie ou le Bangladesh ou les autres pays, n'est rien. Par contre, on en entend beaucoup parler. Voilà, en fait, cette année, ça c'est l'Organisation internationale de la migration, c'est des statistiques de l'Organisation internationale de la migration. Donc, grosso modo, l'Espagne a reçu 12 000 personnes, l'Italie 16 000 et la Grèce 12 000. Donc, ça fait en tout et pour tout 40 000 personnes. 40 000 personnes. Par contre, on en entend beaucoup parler. Donc en fait, on va parler un peu d'actualité. Vous avez sûrement entendu parler du Lifeline et de l'Aquarius. Ces bateaux qui sont en mer remplis de migrants, de femmes et d'enfants et de gens et de personnes âgées, qui sont en fait qui sont devenus une monnaie d'échange politique. Donc c'est quoi le problème? Le problème est que en droit international, en fait, selon le droit international, selon ce qui est écrit dans le droit international, lorsqu'un bateau effectue une opération de sauvetage en mer, il doit les débarquer dans le port le plus sûr, le plus proche. Alors là, ce qui est le plus important dans cette phrase, c'est le mot sûr. Pourquoi? Parce que pour la France et l'Allemagne, en fait, quand un bateau est pris en Méditerranée, étant partie de la Libye, le port le plus sûr, c'est l'Italie ou Malte. Par contre, pour l'Italie et pour Malte, c'est la Tunisie ou la Libye. Retour à la case départ. Pour l'Italie, la Libye est un pays sûr, quand ça les arrange. Mais, au final, c'est l'Espagne qui les a accueillis. Donc, voilà, au final, c'est la France, l'Allemagne, les Européens parlent, mais c'est pas forcément eux qui les reçoivent. Et dernièrement, il y a eu l'Aquarius aussi. Il y a la Corse qui a essayé de les obtenir, mais d'après ce que j'ai entendu, c'est que le préfet a demandé aux policiers à Corse de les laisser partir en Espagne. L'Espagne ayant un nouveau gouvernement, de gauche, donc c'est parmi ses premières décisions en fait en termes
de relations publiques. Donc, ce slide, en fait, on va parler des 20 plus grandes destinations et origines des migrants. Alors, comme on pourrait le deviner, le pays où il y a le plus de migrants au monde, quand je dis migrants, ça inclut bien entendu tout ce qui est légal et illégal, mais c'est les États-Unis, avec à peu près, on compte 45 millions de résidents migrants aux États-Unis. Tout le monde va aller aux États-Unis, mais je pense que depuis, bon, ça reste c'est sur les données 2015, je pense que depuis l'arrivée de Trump, ce chiffre va diminuer, mais pour l'instant, mais selon les dernières statistiques du World Migration Report de 2018 qui vient de sortir, en fait, c'était l'état en fait des résidents migrants dans le monde. Le deuxième pays, c'est l'Allemagne. On a aussi la Russie, depuis que la crise ukrainienne est arrivée. Donc, beaucoup de gens sont allés se réfugier en Russie, spécialement russophones. Vous avez l'Arabie Saoudite aussi, qui recevait beaucoup de gens, et vous avez les Émirats Arabes Unis. On parlera un peu du cas des Émirats Arabes Unis, qui est intéressant sur certains points de vue. Donc, les populations en fait avec le plus de migrants à l'international, vous avez l'Inde. C'est l'Inde en fait qui est en top du classement en fait des migrants. Bon, on peut en trouver énormément en fait, bien entendu, dans tout ce qui est Moyen-Orient. On peut en trouver énormément aux États-Unis. Vous avez le Mexique, et vous devinez qui sont la plupart des Mexicains en fait choisissent les États-Unis et le Canada. Vous avez la Chine, mais qui plutôt exporte sa main-d'œuvre. Pour tout ce qui est pays africains, vous voyez en fait, à part le premier pays africain qu'on trouve, c'est l'Égypte. Hein. L'Égypte et même pas. Donc c'est pour ça en fait que j'ai mis ce slide, c'est pour vous montrer qu'on parle beaucoup d'Afrique, mais que c'est pas forcément les premiers acteurs en fait dans le monde. Donc les 20 pays africains les plus importants en termes de migration, en fait vous avez en fait en termes d'immigration, c'est l'Afrique du Sud qui reçoit le plus de gens en Afrique, c'est l'Afrique du Sud, avec à peu près en fait 2,5 millions de migrants. Ensuite, en termes de gens qui partent, en fait vous avez l'Égypte et le Maroc, en fait, qui ont une énorme diaspora étrangère. L'Égypte, on parle de pratiquement 3,3 millions de personnes, et le Maroc, là, on part sur à peu près 3 millions en fait, de Marocains à l'étranger. Pour tout ce qui est du Mali, en fait, selon ces statistiques, toujours de l'Organisation internationale de la migration, le Mali compterait en fait à peu près 1,2 million de gens à l'étranger, une diaspora illégale et illégale, et compterait à peu près 300 à 400 000, je dirais, d'immigrants en fait, vivant au Mali. Donc ça, c'est les corridors les plus utilisés en fait, pour tout ce qui est migration. En fait, le corridor le plus pris apparemment, c'est Algérie-France, qui ont une histoire d'amour faite de haut et de bas. Vous avez le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Vous avez l'Égypte et les Émirats Arabes Unis. Vous avez le Maroc et la France. Vous avez qu'est-ce qu'il y a encore? Bien sûr, il y a le Soudan du Sud. Il y a Côte d'Ivoire, Burkina Faso. Qu'est-ce que je vois encore? Il y a Soudan, Tchad, Mali, Côte d'Ivoire, en fait, en termes de corridor, qui à peu près verrait à peu près 700 000 migrants entre le Mali et la Côte d'Ivoire. En fait, 700 000 migrants qui prendraient en fait cette route-là. Donc, juste ce slide en fait est pour illustrer le changement, l'évolution du nombre de migrants, du nombre de traversées illégales avant et après un accord. Parce que vous comprenez bien que les États en fait essayent d'empêcher les migrants de venir, donc ça passe par des partenariats, par des accords, par des aides au retour, par du rapatriement. Là en fait ce slide vous montre en fait sur l'axe Sénégal-Mauritanie allant vers l'Espagne, avant et après l'accord bilatéral de rapatriement.
En fait, avant le rapatriement en 2006, il y avait 31 600 Sénégalais et Mauritaniens en fait, qui sont allés en Espagne. Dès que l'accord a été signé, vous avez vu que le nombre a commencé à fondre pour arriver à une centaine depuis que les accords de rapatriement ont été signés. Donc, donc il y a certains pays en Afrique qui ont signé des accords de rapatriement, et par contre il y a d'autres pays en Afrique qui n'ont pas voulu le signer pour des raisons qui leur sont propres. Donc, ce slide-là, en fait, je l'ai mis juste pour une seule raison. Je voulais vous montrer que dans le monde, il y a un pays qui compte 90% d'immigrés. Si vous pouvez deviner lequel. Les Émirats Arabes Unis, où pratiquement 9 personnes sur 10 sont immigrées. J'y ai personnellement vécu. C'est international, c'est à voir, et les gens vivent en paix et sont très contents d'y être. Comme quoi, l'immigration n'est pas systématiquement négative, et les gens vivent en bonne harmonie dans ce pays-là, aux Émirats Arabes Unis. Bien sûr, depuis quelques temps, en fait, on entend parler au Moyen-Orient, en fait, d'immigrés qui sont rapatriés chez eux, mais le nombre reste limité. Mais en termes de pourcentage, c'est 90%. 9 personnes sur 10. Donc, pour finir sur cette partie, en fait, bien entendu, la migration n'est pas sans risque. Les gens ne choisissent pas de migrer comme ça. Il y a bien entendu les causes comme la pauvreté, la guerre, les conflits, les persécutions. Mais voilà à peu près, malheureusement, les statistiques un peu macabres. Mais malheureusement, en fait, l'Afrique ayant le moins de mouvements vers l'Occident, en termes de migration, mais totalise le plus grand nombre de morts, 5000 morts, en fait, dans la Méditerranée. Et comme on a vu tout à l'heure, le nombre d'arrivées ne dépasse pas les 40-50 000 personnes, comparé aux autres pays, en fait, au Moyen-Orient, en fait, entre la Syrie et la Turquie. Donc, là, on va parler d'un sujet un peu plus polémique, j'ai envie de dire. C'est le rôle des médias dans la perception de la migration. En fait, je voudrais qu'on commence par lire cette citation, qui est de Malcolm X, et qui dit en gros, comme quoi, quand on regarde des médias, il faut être vigilant, spécialement sur les problèmes de la migration, parce que les médias arriveront à vous faire détester les gens opprimés et aimer ceux qui les oppriment. Selon ce qu'a dit Malcolm X. Donc, la couverture médiatique et la perception, en fait, de la migration, depuis une dizaine d'années maintenant, est définie comme étant une crise. Ce mot est apparu quand on voit des migrants arriver, les médias appellent ça une crise. Donc automatiquement, dans l'inconscient des gens qui regardent, ils associent ça à quelque chose de négatif. Et donc, qui dit crise, dit gestion pour les pays d'accueil. On voit les premiers ministres qui commencent à parler et en fait à dire comme quoi ils allaient les accueillir, ou comme quoi ils allaient les refuser. Vous avez vu ce qui est en train de se passer entre la France et l'Italie en ce moment, où pratiquement l'histoire de la migration est en train de créer une crise diplomatique, où en fait le numéro 2 de l'ambassade de France en Italie a été convoqué. D'habitude, on entend ça entre des pays de continents différents. Considère qu'une de ses principales missions est d'arrêter l'immigration. Et alors que la France et l'Allemagne pensent que, en fait, l'Italie n'en a pas assez fait. Donc pour l'instant, en fait, les nouveaux arrivants sont globalement perçus, spécialement en Occident, comme je ne pense pas que ce soit le cas au Maroc, mais comme des importuns. Ils sont considérés comme des gens différents, pour ne pas dire autre chose, des intrus. Ils sont considérés comme des intrus vulnérables, et au pire, depuis peu dans les médias occidentaux, comme des intrus dangereux. C'est-à-dire que c'est la perception que commencent à donner les médias. Donc là, on va voir quelques illustrations de cette perception qui sont données aux médias. Vous savez, les médias, au final, c'est des images, et ce sont les images qui vont définir, en fait, et façonner l'opinion publique que les gens vont avoir sur ce sujet.
Donc on va commencer par ces deux illustrations, ces illustrations qui sont en France et qui sont affichées pratiquement dans les zones de bus. Voilà, ça reste du fût, on met une photo comme ça en fait, on voit quelques gens comme ça, et en fait on écrit tout simplement « Ils arrivent » dans nos autres villes, les migrants. Voilà, c'est ce genre de choses maintenant que vous voyez en Europe. Encore pire, pour le Brexit par exemple, l'une des photos qui a pratiquement fait basculer les Anglais est cette photo-là. Vous voyez, en fait, c'est une photo prise en Angleterre qui a été reprise en Hongrie. En fait, cette photo a été prise en Angleterre par Nigel Farage, qui en gros a parlé de breaking point, qui est le point de rupture, selon lui, pour faire passer, puisque maintenant la question des migrants est devenue une question en fait qui prend beaucoup de place dans la politique, et bien sûr qui leur permet de ne pas parler d'économie et de problèmes au jour le jour. Donc on parle de quelque chose d'inconnu, diffus, on ne donne pas de chiffres. Et ce poster en fait cette affiche en fait anti-migrant a été diffusée en Angleterre juste avant le Brexit. Et elle a été reprise dernièrement en Hongrie. Donc ça, c'est tout ce qui est un peu perception négative, en fait, qui est de médias qui circulent, et c'est des choses qui circulent dans les médias officiels. Maintenant, on va voir ce qui circule dans les médias non officiels, les réseaux sociaux. C'est pire, parce que voilà les photos que vous allez voir en fait dans les médias, les réseaux sociaux occidentaux. C'est ça en fait comment est dépeinte la migration. Donc vous comprenez que quelqu'un qui n'a pas de recul ou qui n'a pas de connaissances en fait sur ce sujet, voit cette photo circuler sur Internet et donc est associé dans son inconscient cette photo à la migration. Par contre, parlons aussi de quelques perceptions positives. Vous connaissez tous le héros Mamadou Gassama, qui en fait a eu un acte d'héroïsme en France où il a sauvé un bébé du haut accroché en fait qui était suspendu au 4e étage d'un immeuble. Et donc, pour une fois en fait, les médias ont énormément parlé positivement de cette histoire-là en fait. Et donc ça leur a permis aussi de diffuser quelques images positives de migrants en fait, qui vivent ou qui arrivent en Europe. Il y a aussi ce genre d'illustration en fait, où les États essayent autant qu'ils peuvent, de changer la perception en fait, de la migration dans l'imaginaire en fait, de la population. Et aussi une perception compassionnelle. Vous savez, cette photo, elle a été diffusée à grande échelle juste avant que l'Allemagne n'ouvre les vannes pour accueillir 1 million de Syriens. Vous savez, l'Allemagne est une population, d'après les statistiques, qui est vieillissante, mais qui reste une nation fortement industrialisée qui a besoin de beaucoup de main-d'œuvre. Qui a besoin de beaucoup de main-d'œuvre. Et qui donc a trouvé une aubaine dans la crise syrienne et a reçu 1 million de Syriens. 1 million de Syriens, et ensuite a fermé les portes. Mais pour préparer la population à ça, ce cas-là, cette image-là a été diffusée, et donc ça a permis en fait, et ça a facilité l'arrivée du million de Syriens en Allemagne. Là, pour pratiquement finir, on va parler un peu en surface en fait, des associations et des ONG. Qu'est-ce qu'une ONG? Donc, les ONG en fait essayent de s'interposer entre les États et la population. Les ONG sont présentes là où l'État n'est pas capable en fait d'apporter de l'aide et du support en fait aux réfugiés et aux migrants. Et c'est le cas dans beaucoup de secteurs, dans tout ce qui est social, environnemental, culture. L'État délègue un certain nombre de services d'aide aux réfugiés à des organisations à but non lucratif qui deviennent de plus en plus à but lucratif parce qu'il y a ce qu'on appelle le charity business, il y a beaucoup de financement, donc il y a beaucoup d'ONG qui essayent de capturer ce financement-là. Donc, mais les ONG, malgré tout, auront toujours plus d'expérience et d'expertise par rapport aux problèmes posés comparé à l'État.
Donc vous avez en fait l'évolution des ONG, des associations à travers les dernières 40 ans, en fait ont évolué d'une manière assez bizarre en fait. C'est qu'au départ c'était qui dit ONG dit humanitaire, de l'aide en fait. Donc c'était qui dit ONG dit intervention en période de crise, catastrophe, guerre, épidémie. Petit à petit ces ONG sont devenues